Aux Pays-Bas, il y a des tulipes. Mais pourquoi ici et pas ailleurs? Il y a des moulins, mais qui ne font pas de farine. Du fromage, mais pas comme chez nous. Bref, des clichés, mais autant de mystères. Pour les résoudre, heureusement, il y a le train. Des trains qui parfois viennent d'une époque, elle aussi mystérieuse. 1915-9. 1915-9 Et même des tramways qui vous servent le déjeuner. Donc, pour apprendre à couper un antivol sous les yeux de la police. Oh là 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 là. 8 secondes. 8 secondes pour couper la chaîne, c'est énervant. Pour découvrir qu'aux Pays-Bas, côté sous, ça ne rigole pas. Vous m'avez un peu ralenti. Yeah. J'aurais eu le temps de faire une soixantaine de bouquets. Ah, donc je vous dois combien? 250 €. 250 Et pour admirer la sieste des phoques, Le train, c'est pas mal. sur les Pays-Bas, on a donc tout un tas d'idées reçues. On sait que c'est bas, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait bien qu'il y a des moulins, mais on ne sait pas trop à quoi ils servent. On sait que c'est très plat, mais vraiment plat. Bref, les Pays-Bas, c'est un des rares pays où la première question que l'on se pose, ce n'est pas « qu'est-ce qu'on va voir ?», mais « comment ça marche ?» Je vais commencer mon enquête en allant prendre le train à Amsterdam. Et sur le chemin de la gare, si jamais on a un petit creux, il est de bon ton de manger un poisson. Oui, oui, un poisson, vite fait, chemin faisant, à Amsterdam, c'est possible. Alors, goedemorgen. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on peut manger du poisson chemin faisant? Vous pouvez manger le hareng en petits morceaux, comme on fait à Amsterdam, ou entier en le tenant par la queue, comme on fait partout ailleurs dans le pays. Façon néerlandaise, comme ça. Ah, là, comme ça? Comme ça. Et je peux essayer? Oui, vous pouvez essayer. Ça m'épate, ça. Un ex Et c'est cru? C'est mariné dans du sel et de l'eau. Charmant. Bon appétit. C'est complètement dingue. Là, comme ça? Oui. Bon appétit. C'est pas très chic. Ah, mais c'est bon. Ah oui. Ah, mais c'est très bon. Ah, mais c'est délicieux. Fait avec amour. Plein d'amour. Et ça coûte combien, un double hareng tenu par la queue? 4 €. 4 €. Yes. Oui, s'il vous plaît. Merci. Thank you. Dank u. Alsjeblieft. Parfait, j'adore le hareng. Très bien. Avec une petite pomme à l'huile, ça pourrait être bien aussi. Pourquoi pas? Ok, merci beaucoup. Ok, au revoir. Au revoir. La gare d'Amsterdam est en vue, une belle bâtisse avec ses 2 tours, comme une porte d'entrée de la ville. Elle est posée sur une île. J'ai décidé d'aller prendre un train du quotidien pour rencontrer des Néerlandais. Tout se passe dans le calme, l'impression d'être à la fois dans une grande gare et dans la quiétude d'une gare de province. Les voyageurs sont plutôt cool, assez cash, sans chichi. Il y a de la place. Hello, bonjour. Hi. Je peux venir là pour discuter un petit peu avec vous? Can I sit here? Yeah, Oui, bien sûr. Sorry.
Alors, comment ça se passe, ce voyage? Le voyage est cool. Je suis en route. Vous allez où? Je vais à Raouda. En français, Raouda, c'est... Et alors, à chaque fois, ça surprend. C'est Gouda. Gouda. You don't say Vous ne Gouda? dites pas Gouda? Non, on ne dit pas Gouda, jamais. Même pour le fromage? Non, c'est Raouda. Raouda. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser parce que on a tous des images qui sont forcément un petit peu des clichés, mais bon, sur un petit peu comment sont les Espagnols, comment sont les Italiens, etc. Mais on a du mal à savoir qui sont les Néerlandais. Comment vous les décririez? Je dirais que dans la population néerlandaise, il y a beaucoup de diversité. Mais je suppose qu'on est très bruyant et très grand. On parle fort et on peut arriver quelque part et se croire tout de suite propriétaire des lieux. Mais alors, pourquoi vous avez la sensation de tout à coup posséder l'endroit où vous allez? C'est dur à expliquer, mais on aime prendre possession des lieux. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce sentiment? C'est un sentiment de supériorité ou c'est une envie de vous fondre dans le paysage? Comment c'est? Bonne question. Je ne pense pas qu'on se sente supérieur, on veut juste que les gens sachent qu'on est là. On veut que les gens sachent que les Néerlandais sont là. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous parlez fort. Oui, je suppose que c'est pour ça qu'on parle fort. Ah oui, alors, il y a un truc quand même que parfois, on peut penser, c'est que les Néerlandais peuvent avoir un rapport un peu particulier à l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de ça? Je suppose qu'on peut dire que les Néerlandais sont frugaux. Ils aiment s'asseoir sur leur argent. Vraiment? Oui. Et ici, tu dois payer absolument pour tout. Donc si tu payes quelque chose à quelqu'un, soit il te rembourse, soit tu lui réclames ce qu'il te doit. Si tu bois un verre avec des amis en terrasse et que quelqu'un paye l'addition, tu divises la note et chacun paye ce qu'il a consommé. Attendez, vous voulez dire que quand vous invitez quelqu'un à boire, que vous payez la note, vous ne l'invitez pas vraiment, vous lui demandez ensuite de rembourser? Oui, c'est tout à fait normal ici. Oui. Même si des amis viennent dîner chez toi, tu as préparé le repas, il y a du vin, des boissons. Ils vont te demander si tu peux leur envoyer la note pour pouvoir partager les frais. J'arrive pas à l'imaginer. C'est-à-dire que même si on invite quelqu'un à la maison, on lui demande de payer quoi, les ingrédients? On lui demande de payer pour le coût du dîner. Ah bon? Mais alors, quand est-ce que vous offrez? Par exemple, pour un anniversaire, une fête d'anniversaire. Là, clairement, tu n'envoies pas la note. Ah, là, on ne doit pas payer. Non. Parce que tu seras sans doute remboursé avec un cadeau. Et alors, est-ce que ça vous surprend que je sois surpris de cette façon de faire? Un peu. Parce que je ne sais pas comment ça marche en France. Est-ce que tu payes pour tous tes amis quand tu sors boire un verre? Chez nous, ça marche plutôt par tournée. C'est-à-dire qu'on paye sa tournée, mais on ne va pas réclamer à chacun de payer ensuite son verre. Et puis, si quelqu'un d'autre veut payer une tournée, il paiera plusieurs verres. Et puis, voilà, ça s'équilibre, mais un petit peu comme ça vient. Super. Vous improvisez. Je pense qu'on est trop organisé. On veut trop contrôler. Ah, yes. C'est dans notre nature, on est comme ça. Thank you very much. Thank you. Me voilà donc fixé si jamais je vais boire un verre avec des Néerlandais. Le train file tout droit, la campagne est lumineuse et ça se confirme, les Pays-Bas sont aussi des pays plats. Enfant, je crois que j'aurais adoré faire du vélo dans ces paysages, plutôt que d'affronter les côtes pentues du Jura. Ici, c'est le paradis des cyclistes. J'ai décidé de m'arrêter à La Haye, la ville où siège le gouvernement du pays. La Haye est sage, sérieuse, avec toujours autant de vélos. Il y a vraiment des vélos partout dans ce pays. Ah. Oula.
Là, il y a un... Bonjour, hello. Je vois un monsieur qui coupe des... qui sectionne un antivol entouré de 2 policiers. Ça, c'est curieux comme situation parce que est-ce que ce sont 2 policiers qui sont sur le point d'attraper un voleur ou est-ce que ce sont 2 policiers en train de voler? Je ne vole pas. Vous n'êtes pas en train de voler? On est des employés de la ville. On lui a donné l'ordre de couper l'antivol. Ah bon? Pourquoi est-ce que vous attaquez ce vélo? Tu peux voir que les pneus sont à plat. Il est tout rouillé et il est là depuis trop longtemps. Hein? Ces personnes de la sécurité l'ont déclaré hors d'usage. Et ils nous ont donné l'autorisation de le ramasser. Ah d'accord. Vous êtes une fourrière pour vélo. Une fourrière. Une fourrière, in French. You don't know fourrière? Non. Mais nous, on sait très bien ce que c'est une fourrière. Ah bon, d'accord. Mais comment est-ce que vous savez qu'il est vraiment là depuis longtemps? Au départ, c'est souvent quelqu'un qui se plaint de voir un vélo traîner depuis longtemps. Nous, on vient, on vérifie, et si c'est le bon vélo, on le marque. Mais vous marquez tous les vélos? Every bike? Oui, tous les vélos. Si la marque est encore là au bout de 28 jours, on met une étiquette. Mais alors, ce que j'ai pas compris, alors c'est très, il y a tout un process. Si vous faites des marques sur tous les vélos, comment vous savez qu'elle est restée pendant 28 jours? On a une liste où on écrit la date à laquelle on a mis la marque. Ensuite, au bout de 28 jours, on prend la liste et on fait le tour du quartier pour vérifier. Ah bah non, c'est un travail de titan. Et on n'est que 24 pour ce travail. 24 pour gérer combien de vélos? Il y a combien de vélos en circulation dans la ville, vous savez? En un an, on a ramassé environ 33 000 vélos. C'est ce qu'on ramasse. 33 000? 33 000 par an. 33 000 vélos que vous enlevez. Ah, mais c'est incroyable. Ça fait beaucoup de marche à pied. Beaucoup de marche. C'est bon pour la santé. Ah, d'accord. Oh là 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 là. 8 secondes. 8 secondes pour couper la chaîne, c'est énervant. Ah, dis donc. Ah oui, ça sert à rien, ces chaînes-là. C'est quoi le meilleur antivol, alors, du coup? C'est quoi, Checkles? Une chaîne en acier, C'est quoi? comme celle-là. C'est ce qu'il y a de mieux. Et il n'y a pas un vélo qui ne vous cède pas en moins de 10 secondes. Et alors, comment est-ce que vous avez été désigné bourreau des vélos? Quand j'étais jeune, je volais des vélos. Maintenant, je les vole, mais je suis payé. Ah, ok, donc en fait, vous réalisez un rêve, là. Oui. C'est incroyable, parce que là, dans une seule rue, on a déjà retiré 10-15 vélos. C'est incroyable. Je pense que souvent les étudiants ou d'autres se disent « Ok, j'ai acheté un vélo 20 €. Je m'en suis servi pendant genre 5 ans. Maintenant, il est cassé. Je le laisse là. J'en achète un nouveau et je laisse le vieux ici. » Et alors, qu'est-ce que vous faites de tous ces vélos-là, une fois que vous les emmenez? Eh bien, on stocke les vélos. Le propriétaire a 6 semaines pour le récupérer. Mais les vélos qui ne sont pas récupérés, on les vend à des acheteurs. Par exemple, à des associations qui aident les plus précaires. Le vélo aux Pays-Bas, c'est tout un monde. Très organisé et depuis longtemps. Quand on est à La Haye, on est tout près de Rotterdam. Ces deux villes sont côte à côte et forment comme une vaste cité. Rotterdam, c'est le côté plus moderne, avec ses buildings, son port énorme et ses étranges maisons flottantes. Mais moi, ce qui m'intéresse à Rotterdam, c'est un tramway.
Un tramway pas comme les autres, unique, incroyable même. Un tramway dans lequel on peut s'attabler et faire un bon repas. Oh, ça a l'air génial. Hello. Bonjour. Bonjour. Ah bah c'est génial. Bonjour. Hello. Franchement, c'est une drôle d'impression de monter dans un tram où les gens mangent et boivent et ont l'air tout joyeux. Un deuxième wagon. Bonjour. Hello. Comment ça va? Mais tout le monde a l'air joyeux. Ouais. Pourquoi êtes-vous si joyeux? Parce que c'est un bon divertissement, un joli trajet et une ville charmante. Et pourquoi vous avez décidé de venir manger dans un tram? On a voulu venir ici à Rotterdam pour le week-end et nous avons prévu des sorties pour les enfants. L'une d'elles était de prendre ce tram parce que ça permet de visiter des endroits qu'on ne verrait pas en voiture. Et puis, regardez par vous-même, on a de la bonne nourriture, du bon vin et du champagne. Champagne? Vous aimez? J'adore le champagne. Et alors, les petits toasts ont l'air très bien. Des petits toasts crevettes, jambon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de brie. Très bien, ça fait envie tout ça. Bon, bon appétit. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, have a nice day. Hello, bonjour. Why did you decide to come? Pourquoi vous avez décidé de venir manger dans ce tram? On est avec eux. On est ensemble. Ah, vous êtes the kids. Ah, vous êtes les enfants? Oui, Est-ce que vous êtes des enfants contents? oui, Yes. You like it? Vous aimez ça ou vous êtes venus parce qu'ils vous ont un peu obligé? les deux. Très bien. Bon, on va pas creuser. Aux Pays-Bas, on a vite fait de se laisser happer par la ville. On oublierait presque qu'il y a aussi la campagne. Et une campagne pas comme les autres. C'est magnifique. On marcherait des kilomètres comme ça au milieu des fleurs. Me voilà dans les célèbres champs de tulipes hollandais. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est que les tulipes parlent. Elles ont une langue. Par exemple, la tulipe rose, là, si vous l'offrez, elle raconte un amour naissant, encore fragile. Si vous offrez une tulipe rouge, là-bas, c'est que l'amour est déjà solide, presque parfait. Et puis alors, la jaune, méfiance, parce que si quelqu'un vous offre une tulipe rouge et que vous offrez en retour une tulipe jaune, ça veut dire que l'amour n'est pas partagé. Ça, c'est très dur. Et pourtant, c'est celle qu'on voit le plus dans le champ. Et là-bas, il y a les gens qui bossent, qui les ramassent. Bonjour. Bonjour. Oh. Vous êtes jaune comme vos tulipes. You are yellow as your tulips. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait exprès. Ah, yes. OK. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? I'm fine. Ça va? You're working Vous travaillez dur? Sort of. On peut dire ça. Ah. A little bit. Il fait un peu chaud. Warm. Sun just came out. Ah, c'est chaud, ça, pour un Hollandais? Yeah? Where are Ouais. you from? Vous venez d'où? Du sud de la France? Ça, c'est du sud. Yeah. Là-bas, il fait toujours chaud. Ah, d'accord. Moi, j'aurais dit frisquet, mais vous dites chaud. Bon. Et vous faites tout à la main, comme ça, c'est ça qui m'épate. Yeah. Oui, Oh, it's all tout est done fait à la at main, least en tout cas dans in cette these région. regions. Il n'y a aucune machine capable de récolter des tulipes. Well, then, but Si, mais elle récolte tout en même temps. So then you pick these Elle ones récolte celles-ci, qui ont éclos, and also these mais aussi ones that celles-ci qui ne sont pas encore ouvertes. So then you get one Donc on se retrouve avec un bouquet qui mélange des fleurs qui ont éclos et d'autres qui sont fermées. C'est pas très joli. Et alors, qu'est-ce que vous cueillez? Vous cueillez la fleur? Vous cueillez le bulbe? At least here you pick the Là, on cueille juste les fleurs. that has, Il faut choisir les tulipes qui ont bien grandi au-dessus des feuilles. So this the bottom Là, c'est la feuille du bas. Il faut couper à ce niveau. Donc, vous cueillez celles qui ne sont pas encore ouvertes. Et celles qui sont déjà ouvertes, vous en faites quoi? That's why you break On les them coupe off. plus tard. Then all the Ce qui energy permettra au that's bulbe still- de garder toute l'énergie accumulée. that it's still making goes into the Comme bulb. ça, on obtient des gros bulbes qui serviront l'année prochaine. Et vous cueillez ça à main nue? Vous n'avez même pas des gants? Vous vous faites pas mal? Some people sometimes Certaines have personnes like portent bugs, des gants, but you can mais try. essayez. Yes. Just like Avec cette fleur, par exemple. break it off. Si vous la cueillez, vous verrez, ça ne fait pas It mal. doesn't hurt. You can try this. Essayez avec cette fleur, cueillez-la. That's it. Et voilà, Now you have one vous avez tulip. cueilli une tulipe. Fantastique. Fantastique? Very good. Vous voulez rester travailler aujourd'hui? No. Okay. Et alors, vous êtes un vrai Hollandais parce que
non seulement vous cueillez des tulipes, mais vous cueillez des tulipes en sabots. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop exagéré? Mais ça, c'est moderne quand même. C'est pas typiquement néerlandais. Par exemple, je ne porte pas le chapeau, la coiffe néerlandaise. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a des tulipes aux Pays-Bas? Pourquoi ici et pas ailleurs? C'est parce que nous avons la météo parfaite. Parce que nous sommes près de la mer. On voit les dunes d'ici, ce qui permet de ne jamais avoir trop chaud en été, ni trop froid en hiver. On a aussi l'air marin. Grâce au sel ramené par l'air marin, les champignons parasites ne peuvent pas proliférer ici. Ce qui n'est pas le cas à 20 ou 30 km plus loin dans les terres. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous aimez dans les tulipes? Qu'est-ce qui vous plaît? Regardez la beauté de ces fleurs. On est obligé de sourire quand on voit ces superbes champs. Et maintenant, il va falloir bosser. Oui, je dois y retourner. Je vous ai pas trop ralenti? Vous m'avez un peu ralenti. J'aurais eu le temps de faire une 60aine de bouquets. Ah. Donc je vous dois combien? How much should I pay? 250 €. 250? Non. Les Néerlandais sont des grands commerçants. Qui n'aime pas l'argent? Vous savez, il y a un dicton qui dit « Les Néerlandais ont des chaussures en bois dur, ont la tête dure, sont durs de la feuille et ont un porte-monnaie dur à ouvrir. » Ah bah dis donc, quel portrait. Mais c'est faux. C'est pas vrai? Are you sure? Yeah, I'm sure. Je vous assure que c'est pas vrai. Very sure. Yeah, very sure. Si la campagne aux Pays-Bas est si particulière, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des tulipes. Ce pays est tout juste incroyable. Un tiers du territoire se situe sous le niveau de la mer. Au cours de l'histoire, les Néerlandais ont asséché d'immenses marécages, des zones humides. Ils ont même conquis des terres qui étaient physiquement sous la mer, sous l'eau. Alors là, je suis au point le plus bas des Pays-Bas. Je suis ultra bas. Parce que vous voyez l'autoroute qui est derrière, eh bien, les voitures passent sous la mer, enfin, sous le niveau de la mer. Parce qu'ici, l'altitude, c'est écrit en dessous là, moins 6 mètres 74, moins 6 mètres 74. Et le niveau de la mer, il est là-haut, tout là-haut, où il y a le zéro. Donc évidemment, quand on vit aussi bas, on est sans cesse menacé par les eaux, par les inondations. Ici, depuis le XIIe siècle, on se protège de la mer. On fait des digues, des barrages, on renforce les dunes. Aux Pays-Bas, il y a en tout 17 500 km de barrières, de remparts de toutes sortes. Ce pays est comme une forteresse face à la mer. Et là, je me trouve sur une digue qui est un rempart colossal, un ouvrage titanesque de 32 km de long, 32 km qui coupe la mer, qui sépare la mer en deux, avec d'un côté, au loin, la mer du Nord, et puis de l'autre côté, ce qui est devenu un lac paisible, qui protège des inondations les terres aux alentours. Et à l'arrière de tous ces remparts, face à la mer, il y a quand même de l'eau. L'eau qui s'infiltre, qui arrive des rivières. Il faut donc pomper, pomper encore. Aux Pays-Bas, on pompe depuis des siècles. Et les fameux moulins? Eh bien, la plupart n'étaient pas là pour faire de la farine. Ils étaient là et sont toujours là pour pomper l'eau, pour assécher le terrain. Ici, le meunier n'est pas tout blanc couvert de farine, mais connaisseur en hydraulique. Il y a le meunier qui est là. Hello. Hello, good Bonjour. Vous êtes le miller, le meunier? Yeah, le meunier, yeah. Le meunier? Yeah, le meunier. Un vrai meunier? A real miller? Yeah. Oui, un vrai meunier à 100%. Comment est-ce que je peux être sûr que vous êtes un vrai meunier? Je peux te montrer ce que je fais. On commence à pomper avec les ailes et le vent. Et là, on va passer de l'autre côté pour voir la roue.
J'ose pas, j'ai peur de me prendre une aile dans le pif. Ça démarre, là? Ah, c'est impressionnant, quand même. C'est énorme. Ça y est, ça démarre tout doucement. Et c'est puissant, hein. It's very powerful. Ouais. La vitesse maximum, c'est environ 115 km/h. Et donc, c'est vrai que si on se prend une aile dans la figure, ça doit faire mal, hein. C'est dangereux. Oui, t'es foutu. Foutu? Il n'y a plus rien à faire, t'es mort. Vraiment? Et ça fait combien de temps que vous êtes meunier? Depuis que j'ai 2 ans. Et à 7 ans, j'étais le meunier de mon village. À 16 ans, je me suis formé pour être meunier. Et c'est devenu mon métier. C'est magnifique. J'adore ça. Tout le monde aime ça. Ouais, parce qu'on sent la puissance, mais tout en silence, tout en discrétion. Ah, c'est beau. Oui, c'est fantastique. La construction, le lien avec la nature, comment ça marche, la technologie. C'est si vieux et ça marche toujours. Et seulement à l'énergie du vent. Et c'est du fait main. Tu vois, la roue bouge, ramasse l'eau, la remonte et l'envoie dans le bassin. Ah ouais. Parce que le principe est très simple. Là, une terre basse avec de l'eau. Le moulin pompe l'eau dans un canal qui est plus haut. Le moulin suivant pompe l'eau dans un canal qui est plus haut. Et ainsi de suite jusqu'à la rivière qui emmène à la mer. Et voilà. Et il y a tout le temps du vent dans les Pays-Bas. La plupart du temps, comme aujourd'hui. Regardez comme ça bouge vite. Là, il va à toute vitesse, là. Mais si je comprends bien, il y a du vent parce que c'est très plat par ici. Donc on a pu drainer l'eau des Pays-Bas que parce que ce sont des pays plats. Si ça avait été des bas pas plats, on n'aurait pas pu drainer. Oui, c'est vrai. Et voilà, les fameux moulins des Pays-Bas, amoureusement préservés, qui pompent encore. Et pour longtemps, même s'ils sont bien aidés aujourd'hui par des stations de pompage modernes, mais moins bucoliques. Voyager aux Pays-Bas, c'est une vraie leçon de physique. Et je me dis qu'après avoir vu le bas, j'irai bien voir le haut des Pays-Bas. Le point le plus haut, le sommet. Eh bien, il est tout au sud. Et attention, regardez bien, le voilà. La tour en ciment que vous apercevez, c'est le pic des Pays-Bas. La montagne du Vasselberg, 327 mètres d'altitude. Autant vous dire qu'on n'y vient pas pour les sports d'hiver. En revanche, ça vaut le détour car juste à côté, il y a pour moi une petite pépite. Ça, c'est une petite gare amoureusement préservée. Avec le chef de gare avec son vieux téléphone. Bonjour. On sent qu'il y a de l'amour du train ici. Ah, elle est vraiment adorable cette gare avec des vieux signaux mécaniques. Ça devait servir à recharger les locaux à vapeur en eau. Tout y est. Alors celui-là, j'aime bien celui-là. C'est une sorte de train-bus. J'aime bien les train-bus. Ça, c'est une machine allemande. Mais comme on n'est pas loin de la frontière, elle circulait aussi dans la région dans les années 50. Et elle desservait les petits villages. C'est un peu la Micheline allemande. Elle est belle. C'est vous qui allez conduire? Yeah. Elle est belle cette machine, elle est originale, hein? Original, ja. 1915-9. 1915-9, ça doit faire 1, 9, 5, 9. 1959. D'accord. Oh, alors il y a des trains qui passent merveilleux, mais c'est un paradis du train ici. C'est incroyable ça. Il y a des locaux magnifiques, des wagons sublimes partout, ça passe, ça va, ça vient. Et tout ça avec beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs. Oui, le train est plein. Et tous les gens qui travaillent dans cet endroit merveilleux sont bénévoles. C'est exactement ça. Et pourquoi ils le font?
Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. J'irai bien dans votre train, pendant qu'il y a encore de la place, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent. OK. En route pour l'Allemagne. L'Allemagne? Pour l'Allemagne. Ok, on y va. Bonjour. Ah oui, il est plein ce train. Hello. Nous voilà donc partis dans cette drôle de Micheline germanique sur une ligne qui relie les Pays-Bas à l'Allemagne. La balade est délicieuse et tout à coup, le train croise de drôles de dents en béton plantées dans le sol. Visiblement, c'est pas tout jeune. Il s'agit en fait des dents de dragon de la célèbre ligne Siegfried. Des dents de dragon anti-char. La ligne Siegfried, c'était un peu la ligne Maginot des Allemands. Construite juste avant la Seconde Guerre mondiale, elle était censée protéger l'Allemagne des invasions venues de l'Ouest. Et il y avait une chanson côté français très populaire en 1939 et qui disait « On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried ». Voilà, c'était pour se moquer des Allemands. Bon, l'histoire s'est pas vraiment passée comme ça. C'est plutôt les Allemands qui sont venus pendre leur linge chez nous. Et cette ligne, qui faisait quand même 630 km de long, n'a jamais vraiment été efficace. Alors là, on est arrivé au terminus et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de retourner le train. En fait, tout s'inverse à l'intérieur. Le chauffeur passe de l'autre côté. Et puis alors les fauteuils, regardez, ils sont réversibles. Bonjour, excusez-moi, je fais une petite démonstration. Hein. Et voilà, hop. Et vous pouvez passer comme ça dans le bon sens. Hop, hello. Excuse me, comme ça vous faites connaissance avec des nouvelles personnes. Bonjour. Oui. Hello, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit voyage? Je le trouve vraiment super. J'aime beaucoup les paysages. On a une très belle vue et ce train-bus est trop marrant. Et la ligne Siegfried, vous avez vu? Oui. Okay. Et c'est bien de pouvoir expliquer à ma fille ce que c'était. Thank you very much. Je vous en prie. Ce petit coin de campagne, avec tous ces vieux trains préservés avec amour, et qui fonctionnent juste pour la balade, est complètement inattendu, hors du temps. Je décide de revenir à la vraie vie et d'aller prendre un train du quotidien. Je retourne donc à Amsterdam et avant d'aller à la gare, je prends le temps de flâner un peu dans cette cité incroyable. Elle a un rythme bien à elle, le rythme à la fois lent et bien ordonné des canaux. Il y a plus de 1200 ponts, des dizaines d'îles, plus de 100 km de canaux, et la plupart sont navigables. Ce qui donne ce ton, cette humeur particulière. Amsterdam, c'est plus qu'une ville, c'est tout un art de vivre sur et autour de l'eau. Ici, l'esprit envisage les choses différemment, même quand il s'agit de manger du fromage. Make cheese, not war. Ça, c'est pas mal comme programme. Ça me plaît bien, ça. Bonjour. Bonjour. How are you? Welcome. Bienvenue. Oh, mais c'est génial. C'est du fromage qui défile, là? Oui, en file indienne. Comme des sushis? Oui, c'est ça. Et je vais vous dire un truc, pour moi, c'est une torture, cette façon de présenter les fromages, parce que j'adore les fromages, et de les voir passer comme ça, eh bien, je les mangerai tous. Donc, en fait, il faut résister. Et alors, c'est présenté comme des bijoux. C'est-à-dire que c'est pas juste des bouts de fromage qui défilent, c'est joliment mis en scène. Oui, bien sûr. Toutes les personnes en cuisine sont des artistes, comme Picasso. Nous avons des fromages qui sont déjà des œuvres d'art. Il faut que nous les sublimions. Ne le prenez pas mal, mais vous savez qu'en France, on a des bons fromages, on est très fiers de nos fromages, et on a l'impression qu'on a les meilleurs fromages du monde. Quand on achète du Gouda ou des fromages des Pays-Bas,
Souvent, on pense qu'ils sont un peu tous pareils, qu'ils n'ont pas beaucoup de goût. Est-ce qu'il peut y avoir du gouda avec du caractère? Est-ce que ça existe? Oui, ça c'est du fermier. Là, des petits grains de sel. En fait, c'est le goût du gouda qu'on connaît, mais puissance 10. Très fort. Ça picote même un peu. Avec du sel. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est fait à la ferme, avec plus de passion. Mais les gens qui viennent ici, ils font tout un repas rien que de fromage? Oui, il n'y a que du fromage. Et il faut savoir que 80% de la clientèle est féminine. Les femmes adorent et mangent beaucoup de fromage. Je ne sais pas pourquoi. Comment ça se fait que le public principal qui vient ici soit des filles, d'après vous? En fait, je pense que le fromage a vraiment des goûts complexes qui peuvent beaucoup varier en fonction des mélanges. Je pense que c'est ce qui est important pour les femmes. Les hommes, eux, veulent juste de la bonne nourriture, simple, comme un steak et des frites. C'est comme ça que je le vois. Enfin, peut-être pas pour tous les hommes. En tout cas, mon mari est comme ça. Vraiment? Oui. Ouais, mais c'est pas très diététique, c'est pas très léché. Ça vous pose pas de problème? Non, je trouve ça délicieux. Voilà, c'est bon et c'est tout. Je crois que je pourrais dire ça de chaque balade à Amsterdam. Cette fois, je retourne vraiment à la gare. Mon objectif, le Nord. Le Nord est cet étrange chapelet d'îles qu'on a déjà tous vu sur les cartes, mais dont on ne sait pas grand-chose. À bord du train, pas grand monde, pour papoter un peu avec les Néerlandais, je m'assois vers l'un des rares passagers de la voiture. Hello. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Can I sit? Oui, vous pouvez. Comment ça va? Je vais bien. Where are you? Vous allez où? Où je vais? Je me rends à mon nouveau travail. C'est le premier jour? Ouais, c'est excitant. Quel genre de travail? C'est quelque chose que je ne peux pas dire, c'est un secret. Ah bon? Mais si vous le dites, c'est dangereux ou problématique ou... J'aurais de gros problèmes. Ah bon? Oui. Ok. Bon, je n'insiste pas. Non, n'insistez pas. Je n'insiste pas. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce pays que j'ai remarqué. Les Pays-Bas, ça a été le premier pays au monde à avoir légalisé le mariage homosexuel. C'est un pays où tout le monde sait qu'on peut aller dans un coffee shop fumer de la marijuana. Qu'est-ce que c'est que cette tolérance, si on peut appeler ça comme ça, particulière? Comment vous l'expliqueriez, vous? Je suppose qu'on peut appeler ça de la tolérance ou peut-être de la transparence. Il n'y a rien d'implicite dans la culture ici. Tout est clair. Doit être clair. Yes. Tout doit être limpide. Sinon, les gens risquent de ne pas bien comprendre les choses. Donc, ça vaut pour l'ouverture sur la sexualité ou la consommation de drogue. Vous pouvez effectivement parler de tolérance. Et alors, il y a certaines mauvaises langues qui vont dire que aux Pays-Bas, la tolérance, c'est pas vraiment de la tolérance, c'est surtout de l'indifférence. C'est-à-dire, fais ce que tu veux et ne m'embête pas. Et on organise les choses pour que ça se passe bien et qu'on soit pas embêté. Je noircis le tableau exprès. Hein. Ok. Je préfère regarder ça un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est que la tolérance? Si on m'autorise à faire quelque chose dans ce pays et que les gens ne veulent pas être dérangés par ça, mais que je peux le faire, alors que dans d'autres pays, je ne serai pas libre de le faire, c'est une sorte de tolérance pour moi. Parce que je peux déployer mes ailes et en profiter, peu importe ce que c'est. Et quand vous allez dans d'autres pays, vous ressentez personnellement cette différence? J'essaie, quand je vais dans le sud, d'être plus subtil. Donc, j'essaie d'être une version légèrement plus discrète de moi-même, chaque fois que je pose une question ou que je garde mes opinions pour moi. Parce que, aux Pays-Bas, tu peux tout dire. Tu peux sans problème dire oui ou non, donner ton opinion, même si on ne te l'a pas demandé. Donc, dès que tu voyages, tu apprends à savoir te taire. Ah oui? Sinon, tu passes pour quelqu'un de grossier.
Tu connais ce fameux exemple où quelqu'un demande « Est-ce que tu aimes ma veste ?» Dans une certaine culture, les gens diront « J'adore cette veste ». Même s'ils ne l'aiment pas, ils diront qu'ils l'aiment. Une autre culture dira « Je préfère celle que tu portais hier ». Les Néerlandais, eux, disent « Non, je ne l'aime pas ». Donc vous avez l'air de dire qu'ici, aux Pays-Bas, on est plus clair, plus limpide, moins hypocrite. Oh, Eh bien, je n'ai pas dit hypocrite. Le seul but, c'est d'éliminer la confusion. Décidément, découvrir l'esprit néerlandais, petit à petit, c'est un des vrais plaisirs de ce voyage. J'arrive vers l'un des plus beaux endroits des Pays-Bas. Mon but est de rejoindre l'île de Terschelling. Je dois donc quitter le train, prendre un ferry pour atteindre un endroit très préservé. Ici, les côtes sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. Des plages immenses comme immaculées, des plages très larges, bordées de dunes sauvages, derrière lesquelles s'abritent des petits villages croquignolais. Et cerise sur le gâteau, il n'y aurait pas que les humains qui apprécieraient l'endroit. J'ai rendez-vous avec Chris, qui a accepté de m'emmener un peu au large pour aller là où il y a, tenez-vous bien, des phoques. Oui, oui, des phoques aux Pays-Bas. Hello. Hello. Chris? Chris? Ouais, où est Chris? C'est moi, Chris. Comment ça va? Ça va bien. Philippe. Hello. This is the boat? C'est le bateau? Oui, c'est ce bateau. Donc on va là où les phoques vivent tranquilles. Oui. Là-bas, même à marée haute, le banc de sable est accessible. Donc ils peuvent se reposer tout le temps. Au calme. Au calme, oui. Loin des humains. Oui, à quelques kilomètres, oui. Ah, les phoques. Yeah, there they are. Ah, ils sont bien là, bien au chaud, bien au soleil. On se dort la pilule. En fait, ça c'est vraiment l'endroit idéal pour les phoques. Un petit banc de sable à l'abri du monde, tranquille, du soleil quand on veut, des poissons pas loin, parce que c'est des eaux très poissonneuses par ici. Et voilà, plein de phoques. C'est pour ça qu'il y a plein de phoques aux Pays-Bas. C'est marrant parce que je les regarde, mais eux, ils regardent tout autant. Et on ne sait plus qui observe vraiment qui. Les Néerlandais sont très fiers d'abriter une grosse population de phoques, et à plusieurs endroits de leur côte. Il existe même des centres de santé pour phoques, où ils sont soignés, bichonnés aux petits oignons. On doit porter un masque parce que ces animaux sont malades. Et c'est pour me protéger moi ou protéger les... Pour te protéger toi. Il fait un drôle de bruit. Il a faim, il a faim. Hungry? Et qu'est-ce qu'il pourrait me donner comme maladie, là? Il pourrait avoir un virus transmissible à l'homme. Et si ça se trouve, il a le Covid-23? Non, non, non. Et qu'est-ce qu'on va faire, là? On va lui donner une soupe de saumon en se servant d'un tuyau. Ah bon? Parce qu'il ne peut pas se nourrir tout seul? Il sait manger seul, mais il a des problèmes digestifs. Donc, pour lui donner ses médicaments, de l'eau et bien sûr du poisson, on utilise cette méthode avec le tuyau. Ah. Et là, il sait que vous allez lui faire du bien? C'est pas la première fois que je fais ça. On le nourrit comme ça depuis 7 jours. Donc il sait ce qu'il attend. C'est vrai qu'il reste calme, là? Oh, petit chouchou. Oui, celui-là est toujours super calme. Là, c'est mieux de ne pas parler pour ne pas le stresser plus. Ah, ok. Ah, dis donc.
Ah, c'est les médicaments, ça. Oh, dis donc, c'est impressionnant. Pauvre chouchou, il doit... Là, je peux vous parler? C'est impressionnant, ça lui fait pas mal avec le tube? Non, ça ne lui fait pas mal. Mais il faut être très doux. Et ça fait longtemps qu'il est malade? Il est là depuis environ 2 mois. 2 mois. Il était vraiment très mal en point, à l'article de la mort. Là, il va beaucoup mieux, mais il est encore loin de sortir d'ici. Alors, il y a lui à côté, il en voudrait aussi, visiblement. Il est très jaloux. Ce gars-là, il a toujours faim. Toujours envie de poisson. Qu'est-ce que vous faites? Je mets les médicaments dans le poisson, et quand il mangera le poisson, il avalera aussi son traitement. Ok. C'est adorable vu de près. En effet, ils sont très mignons. Mais ce sont des prédateurs. Ils peuvent être dangereux. Ils peuvent mordre et parfois se montrer très agressifs. Même vous qui les soignez, il faut être prudent. Ils sont pas reconnaissants. Non, ils s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, c'est le poisson, c'est tout. Oh, regardez ça comme c'est adorable avec ces 2 petites papates. Moi, je craque. Je voudrais un phoque à la maison maintenant. Non, pas ça. Non? Un chien, oui, pas un phoque. Là, ce sont les consultations. Voyons si la vétérinaire est là. Oui, elle est là. C'est Martha. Entrez. Hello, bonjour. Bonjour. Oh là là, mais c'est impressionnant ce matériel. C'est la salle d'opération? Oui. On a tout ce qu'il faut ici pour opérer les phoques, faire des analyses, comme dans toutes les cliniques vétérinaires. Il faut mettre un masque? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il a, ce phoque-là, qui attend dans le panier? Lui, il est arrivé avec une otite. Ça a l'air réglé, mais il a aussi du mal à se nourrir. Ah. Et pourquoi vous lui mettez une serviette sur la tête? Pour qu'il soit moins stressé et pour éviter qu'il me morde les doigts. Ah. De quoi ils souffrent le plus, les phoques, en général? De problèmes aux yeux, d'inflammation des nageoires, de morsures, d'inflammation des oreilles, comme ici. Beaucoup ont des inflammations des poumons. On voit ça souvent. Ça, c'est son oreille. Elle est toute petite, comme vous voyez. J'écoute les poumons. La difficulté quand on veut écouter les poumons des phoques, c'est qu'ils retiennent facilement leur respiration. Parfois pendant 20 minutes, donc ça prend du temps. Ils peuvent rester sous l'eau entre 20, peut-être 30 minutes sans respirer. Ils retiennent leur respiration? Oui. Ce sont des mammifères comme nous. Donc, ils ont des poumons, un cœur, et quand ils plongent sous l'eau, ils ne reprennent pas d'oxygène. Ils peuvent ralentir les battements de leur cœur. Par exemple, quand ils sont sur la terre, c'est autour de 100 battements par minute. Et quand ils plongent sous l'eau, ça peut descendre à 2 battements par minute. C'est incroyable. Bon, il n'en peut plus de nous. Je vais lui faire une injection contre les nausées. Oh. Il n'aime pas trop ça, bien sûr. Terminé. Ah, c'est incroyable quand même. Ça, c'est quand même une drôle de spécialité que vous avez. C'est une très belle spécialité. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, mais il y a des milliers, des millions de phoques dans la nature. Il y en a des millions qui ont des difficultés. Vous allez en sauver quelques-uns. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que c'est une goutte d'eau dans la mer, si j'ose dire? C'est vrai. Mais je ne crois pas qu'on doive aider tous les animaux sauvages, parce que la nature fait aussi son travail. Mais parfois, ces animaux croisent notre route puisqu'ils vivent près de nos plages. Ils ont des problèmes dont nous sommes responsables en tant qu'humains. Et je pense qu'on a le devoir de résoudre leurs problèmes. C'est pour ça que je fais ce travail.
OK. Thank you very much. Et le phoque, là, il peut attendre au sec combien de temps dans sa caisse? Je pense qu'il est temps de le ramener. Let's say that. OK. Allez, un bon poisson, tiens. Clac. Le moment le plus touchant ici, c'est lorsque les phoques vont mieux et qu'ils sont enfin libérés, qu'on les laisse retourner à la mer. C'est toujours un petit événement dans le secteur qui attire beaucoup de monde. Hey, go! Ils se demandent un petit peu ce qui leur arrive. C'est très touchant. C'est très beau à voir. C'est pour ça qu'on fait ça. Les voir partir comme ça, en bonne santé, c'est magnifique. Bye bye Ella. Les Pays-Bas. Il y a peu d'endroits dans le monde où les hommes ont développé tant d'énergie, tant d'ingéniosité pour façonner de toutes pièces la terre sur laquelle ils ont décidé de vivre. Et tout cela a façonné des paysages, des cités uniques, mais aussi un caractère. Cette détermination toute néerlandaise qui a permis depuis des siècles de composer avec les éléments. Et à l'heure de la remontée des eaux et du réchauffement climatique, l'histoire est loin d'être terminée.